voudrais lire encore quelques mots émouvants d'Henri qui conclut son livre. Oui, je viens d'une famille défavorisée qui a subi les souffrances les plus abominables du siècle. L'antisémitisme, la Shoah, la pauvreté. Oui, j'ai vécu la trahison, la calomnie, l'intolérance, l'incompétence, le terrorisme intellectuel. Mais j'ai lutté pour m'en extraire avec l'aide de ceux à qui je dis tu. J'en suis sorti la tête haute. J'ai réussi à donner un sens à ma vie. Et je suis maintenant plus que jamais convaincu qu'au fond de chaque être repose le pouvoir de rebondir. À toi la parole. Merci beaucoup, Serge. Je voudrais quand même revenir d'abord sur le pourquoi du livre. Je crois que c'est important, même si tu en as parlé. Nous avons tous un parcours, chacun de nous a un parcours dans la vie, chacun de nous a son histoire. Comme tu l'as dit, j'ai énormément hésité. Je me suis dit, qui va être intéressé par cette histoire? Et si je l'ai fait, c'est après longue réflexion, et pour donc plusieurs raisons. Très jeune donc, comme Serge l'a dit, j'ai été amené à me débrouiller dans la vie, et ce voyage de 1955 en Chine a été pour moi d'une extrême importance. C'était pour moi une étape importante dans tout ce qui allait suivre après dans mon existence et dans tout le trajet que j'ai pu faire. Et tout simplement, je vous dis, une des raisons, je viens aux raisons, je me trouvais, du fait d'avoir une société, de rencontrer beaucoup de gens, quand je me trouvais, comme vous, assis à une table avec soit des amis, des connaissances, des hommes d'affaires, dans les années qui ont suivi mon premier voyage en Chine, et plus je devenais plus âgé, dans les années 65, 70, 75, et les gens me disaient, mais que faites-vous dans la vie? Moi, ben, j'ai une affaire et je fais des relations commerciales avec la Chine. Vous avez été souvent en Chine? Je dis, ben oui, j'ai été en Chine souvent, et la première fois en 55. Déjà le fait de dire, en 70, 75, 20 ans après mon premier voyage, que j'avais été en Chine en 55, attirait déjà l'attention des gens. On disait, mais ce monsieur, quel âge a-t-il? Comment a-t-il fait pour aller en Chine à cet âge-là? Et à cette époque, pas beaucoup de gens allaient en Chine en 55. Et effectivement, j'avais 22 ans quand j'ai fait ce voyage en Chine. Et régulièrement, soit des amis, comme je le disais, des hommes d'affaires, de la famille, disaient, mais enfin, soit M. Lédrander ou Henri, etc., mais vous devez raconter cette histoire. Si vous ne la racontez pas, ça disparaîtra au cours des années quand vous ne serez plus là. Vous devez raconter cette histoire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit à un moment donné, on me disait tellement que ce que j'avais vécu était intéressant qu'on m'a convaincu de faire le livre. Deuxième raison, je le dois dire, c'est ma famille, mes amis, qui aussi me disaient, enfin Henri, dans les années qui ont suivi bien sûr, en 75, 80, 85, 90, tout au long de ces années, tu dois raconter cette histoire, tu dois laisser une trace de cette histoire. Et c'est ce qui m'a amené donc à faire ce livre. Je ne suis pas écrivain, pas du tout. J'ai eu, comme vous le savez, et il l'a déjà dit, l'aide précieuse de mon ami Serge Perroux, qui lui est professeur de français, qui a lui fait des études que je n'ai pas faites, et m'a été d'une très grande aide pour réaliser le livre. Comment nous avons travaillé pendant 2 ans. Je racontais mon histoire, il enregistrait, il notait. La semaine d'après, il revenait avec le texte qu'il avait écrit. Nous discutions de ce texte, on le modifiait, on l'ajoutait, on diminuait. C'était une méthode de travail qui a été très efficace. En plus de cela, Serge a joué un rôle très important aussi dans la recherche historique pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui vont le lire. Et c'est, je crois, un des attraits du livre, c'est qu'on situe mon histoire au travers d'événements
politiques qui se sont produits aux différentes périodes, aussi bien en Chine qu'en Belgique. Et c'est un point très important, je crois, qui donne comment dirais-je, un intérêt tout particulier au livre. Voilà, ça c'est donc les raisons qui m'ont amené à faire ce livre. Sur le plan donc, de mon trajet, de ma vie, tu as dit quelques mots, quelques petits points quand même sans trop m'attarder là-dessus, mais qui doivent quand même, pour ceux qui ne le savent pas, quoique vous avez certainement tous lu des livres sur la Shoah, imaginez-vous un gamin de 9 ans à qui on dit un jour, tu oublies ton nom, tu ne t'appelles plus Henri Lederandler, tu t'appelles Henri Ledan. Quand on dit ça à un gosse de 9 ans, je vous assure que c'est difficile à encaisser. Et c'est un traumatisme qui vous reste, même si au cours de toutes ces années, je n'ai pas été, je vous le dis très franchement, continuellement marqué par ce traumatisme. J'ai tout fait pour en sortir. J'ai des amis qui n'en sont jamais sortis, qui aujourd'hui encore, à mon âge, restent dans cette histoire. Ça n'a pas été mon cas, et celui de ma femme, parce qu'on a voulu construire. Mais vous devez savoir que c'est un traumatisme qui reste, et qui est un élément qui a fait que j'ai été obligé de me battre et de me dire il faut vaincre cela, il faut avancer, il faut gagner, il faut construire une famille, des amis, une situation dans la vie qui fait qu'on en sortira. Donc c'est une étape importante de ma vie. Ce qui m'a aussi amené alors plus tard à avoir ces convictions politiques que je garde toujours. On me demande souvent, au travers du livre, pendant toutes les discussions que je peux avoir avec les gens, est-ce que tu es encore communiste? Est-ce que tu es encore communiste? Question importante. Je pose la question d'abord, qu'est-ce que c'est être communiste? Et le problème est socialisme, communisme, libéralisme, tous ces mots qui se terminent en isme. Quel est leur contenu? Ce qui est important, c'est de faire en sorte que les gens vivent mieux. Si on donne l'interprétation, est-ce que tu es encore communiste, au sens où moi je le comprends, c'est-à-dire que ne pas accepter, malgré que moi j'ai réussi, malgré que j'ai une vie aisée, mais je n'oublie pas la misère du monde, je n'oublie pas ce qui se passe sur la terre. Pendant que nous parlons, il y a des enfants qui meurent de faim et de soif. Vous savez tous ça. Mais aussi longtemps qu'on sait cela, on ne peut pas accepter cela. Si c'est lutter contre ça et être conscient de cela, alors je dis oui, je suis communiste. Oui, je suis communiste. Mais tout dépend du contenu. Évidemment, ça ne veut pas dire que je n'ai pas tiré les leçons et les échecs de ce qu'a été, en principe, le communisme qui, en fait, n'a jamais existé. Donc, je veux dire par là, ce n'est pas le mot qui compte, c'est le contenu du mot qui compte. Je reviens maintenant à mon trajet. Qu'est-ce qui m'a amené à la politique? Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu, quand j'étais jeune, un militant politique pendant des années, jusqu'au jour où je suis devenu un homme d'affaires, en 1963. J'ai été, pendant la guerre, dans un home où j'ai passé un an, donc de mai 42 à septembre 44, avec des garçons qui avaient 6-7 ans de plus que moi, moi j'avais 9-10 ans, ils en avaient 17-18. Ils avaient déjà été dans des organisations de jeunesse et des organisations de gauche, même communistes, à Anvers ou à Bruxelles. Ce sont ces garçons qui m'ont amené, après la guerre en 1945, quand j'étais très jeune, j'avais 12-13 ans, c'est eux qui m'ont amené à ce milieu de gauche. Et je suis rentré à l'époque dans un mouvement de jeunes qui était à l'époque un mouvement de jeunes juifs communistes, et c'est ce qui m'a amené à devenir un militant communiste. Jeune militant communiste à la jeunesse communiste de Belgique, où je suis devenu en 1954 le responsable des relations internationales, donc très jeune. C'est à l'occasion d'un de ces voyages que j'ai fait dans les pays de l'Est à l'époque, puisque à l'époque, vous savez, dans tous ces pays, il y avait ce mouvement
des jeunesses qui organisaient de grands rassemblements de jeunes. C'est à l'occasion d'un de ces voyages à Sofia que j'ai rencontré le patron, le secrétaire général de la jeunesse communiste chinoise, qui m'a demandé d'organiser une délégation de jeunes d'organisations de jeunesse belges. C'est ainsi qu'en 1955, ça vous donne la réponse à mon premier voyage en Chine, en 1955, où je suis parti avec 9 autres amis, mais les Chinois avaient insisté que ces délégations ne se composent pas uniquement de communistes. Il y avait 2 communistes dans ces délégations. C'était Jean Lavacherie, qui était le président de l'Union des pionniers de Belgique. C'était une organisation pour les enfants, et moi. Et les autres, c'était des responsables, des scouts, des jeunesses socialistes, des jeunesses protestantes, etc. Voilà mon premier voyage. Et je reviens de ce voyage en 1955, et je suis ce qu'on a dit après de moi, quand on a parfois écrit des journaux, des articles dans les journaux, je suis devenu, et je le revendique, ce qu'on appelle un amoureux de la Chine. Un amoureux de la Chine. Je dois vous dire que ce voyage de 1955 a été pour moi une révélation. Pourtant, ce n'est que 6 ans après la prise du pouvoir par Mao Tse-tung, par les communistes. Ce voyage a été pour moi déterminant dans toute la suite de ma vie. Et je suis devenu, alors sur le plan professionnel, le directeur de la librairie du monde entier, que certains peut-être d'entre vous ont connu, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était la librairie qui diffusait la littérature communiste. Je ne vais pas vous prendre, si je vous raconte tout, vous n'acheterez plus le livre. Donc, je ne vais pas vous raconter tout, je vous laisserai poser des questions. Je crois que c'est plus intéressant, mais je vais poser un tableau quand même pour situer toute cette époque. Les choses m'ont amené, donc, en tant que dirigeant de la jeunesse communiste, à tous ces congrès dont je vous parlais, à ce voyage. En 1959, il y a un grand conflit idéologique entre la Chine et l'Union soviétique, qui commence en 1959 et qui va durer quelques années. Je suis à ce moment-là le directeur de cette librairie. C'est moi qui, après avoir été emballeur, secrétaire de direction, j'ai gravi tous les échelons, et puis, bon, on a considéré que j'étais, paraît-il, capable, et on m'a confié la responsabilité de la direction de cette librairie. Mais alors, un élément important, je crois que c'est intéressant, je vous le raconte. En 1959, les Chinois, donc, qui ont ce différent avec les Soviétiques, ont une attitude différente sur un conflit avec la Chine. La Chine a un conflit avec l'Inde. Et l'Union soviétique prend plutôt position pour l'Inde. Et les Chinois publient une brochure qui s'appelle simplement « Le conflit sino-indien ». Et les Chinois expliquent dans cette brochure la position de la Chine sur le conflit. Je ne vais pas rentrer dans les détails du conflit, c'est une autre histoire. Mais ce qui est important, je crois que je vous dise, c'est que le responsable, parce que cette librairie appartenait donc au Parti communiste, cette librairie donc était dirigée par le bureau politique du parti, et il y avait un avocat que certains d'entre nous ici ont connu, qui s'appelait Jean Terre, grand avocat, qui a été ministre de la Reconstruction après la guerre, et qui vient me trouver et qui me dit « Henri, le Parti communiste de Belgique n'est pas d'accord avec les amis chinois, et nous te demandons de retirer de la vente, de retirer de la librairie cette brochure, parce que nous ne sommes pas d'accord. » Ma réponse a été sur le champ. J'ai posé une question à mon ami Terf, qui était un type adorable, hein, et une grande intelligence, grand intellectuel. Je lui ai dit, mon cher Jean, est-ce que la Chine est aujourd'hui considérée comme un pays socialiste? Il me répond, oui, bien sûr, oui, oui. Et à partir du moment où tu considères comme moi que la Chine est considérée comme un pays socialiste, c'est le lecteur qui va juger de la position des Chinois et des Soviétiques. Voilà le début pour moi qui a donné une direction totalement nouvelle et différente dans toute ma carrière. C'était que j'ai refusé. Alors il y a eu une lutte idéologique là avec moi qui a duré quelques années, mais qui ont abouti, je vous passe les détails, en 1963 à être mis dehors. J'étais foutu à la porte, tout simplement, j'utilise le terme, et ça a été un tournant donc, dans ma vie professionnelle. Et c'est ce qui a alors amené à ce que je crée cette société Sodexine, qui a donc été créée à ce moment-là et qui avait comme objectif
de faire des affaires dans le domaine des produits de base, la métallurgie, la chimie, les équipements, etc., etc. Voilà ce qui m'a amené. À partir de 1963, j'étais dans le camp de ce qu'on appelait à l'époque les pro-chinois, je ne le cache pas. Il y avait à l'époque un responsable important qui est décédé depuis des années, qui s'appelait Jacques Grippa, et qui était un homme, un brillant résistant, qui avait été torturé pendant les Allemands pendant la guerre, et qui prenait à cette époque-là aussi la voie chinoise, que j'ai suivie aussi. Mais à partir de 1963, moi, je n'ai plus été le militant politique actif, puisque moi j'avais cette affaire que je devais développer avec la Chine et qui prenait la majorité de mon temps. Voilà ce qui m'a amené à faire des affaires avec la Chine. Non, je vais arriver, et je crois que c'est le sujet en fait intéressant, très intéressant du livre, parce que le livre, il y a, je dirais, entre 35 et 40%, qui est donc l'histoire de le début de la guerre, mon enfance. On raconte beaucoup de choses là-dedans qui sont intéressantes, mais il y a sûrement 60% de livres qui sont consacrés à la Chine, où je raconte l'histoire, je raconte le développement des événements à travers mon expérience et à travers ce que j'ai vécu. Et c'est certainement, je pense, la partie la plus intéressante du livre, et c'est ce qui vous intéresse probablement le plus, c'est donc la Chine. Alors pour parler de la Chine et essayer de faire, je dirais, pour vous donner la parole, un résumé. Vous savez, 49 c'est l'année zéro pour la Chine. 49, la Chine ne produit pas 1 million de tonnes. À l'époque, la Chine avait combien d'habitants? 650 millions à peu près à cette époque-là. Donc, produire moins d'1 million de tonnes d'acier, des aciéries qui avaient été fabriquées, montées par les Japonais dans le nord de la Chine, à Anshan, c'était donc, je veux dire, qu'il faut bien se rendre compte, 49, c'est l'année zéro. Donc, au travers de toutes ces années, et je dis ça d'une façon générale, jusqu'aujourd'hui, c'est un chemin, évidemment, qui date déjà maintenant de plus de 60 ans, mais vous savez, dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que c'est que 60 ans? Je dis toujours, c'est en 1948 que les femmes en Belgique ont eu le droit de vote. Je dis ça pour montrer que les choses ne se développent pas aussi rapidement et que dans l'histoire de l'humanité, même 60 ans, si c'est une longue période, ce n'est pas une très longue période pour un pays qui était pratiquement à zéro et qui est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale. Alors pour quand même essayer de donner des points forts de toutes ces années, ce serait beaucoup trop long de rentrer dans trop de détails, évidemment. Les Chinois ont fait beaucoup de bêtises aussi, il faut le dire. 58, le grand bond en avant, c'était quoi, pour ceux qui ne savent pas en 2 mots? On disait, ah, mais il faut produire de l'acier. Bon, alors produire de l'acier, on a prévu à ce moment-là de faire en sorte que dans les campagnes, les gens participent à la fabrication d'acier. Qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait tous les gens qui venaient avec leurs casseroles, le vieux fer qu'on pouvait trouver dans les débris, et on mettait ça dans des petits au fourneau, et on fabriquait de l'acier. Cet acier était évidemment uniquement bon à être mis à la poubelle, parce que évidemment il ne pouvait servir à rien. Mais imaginez-vous que ça a été à un moment donné un objectif des Chinois pour améliorer leur économie. Bon, ça c'est 1958. Oui, il y a d'autres événements pour arriver plus vite à la révolution culturelle. La révolution culturelle qui a été évidemment une catastrophe pour la Chine. Alors il ne faut pas non plus s'imaginer que jusqu'en 1966, au début de la révolution culturelle, on ne doit pas s'imaginer que la Chine s'est complètement arrêtée. La Chine a continué à vivre, quand même à se développer, mais ça a quand même été des événements qui ont été complètement négatifs parce que les universités étaient fermées, les Chinois ont perdu des dizaines d'années. Donc les années 66-76 n'ont certainement pas été glorieuses pour nos amis chinois. 79, il y a un changement radical qui se produit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a appelé la grande ouverture de la Chine
vers le monde extérieur, avec la montée d'un dirigeant dont vous connaissez sûrement le nom, qui s'appelle Deng Xiaoping, mais il n'a pas fait ça tout seul. Hein. Ce n'est pas au moment où on a à un moment donné dit il ne faut plus pratiquer le culte de la personnalité, je ne le ferai pas non plus. Deng Xiaoping a joué un rôle très important, mais il n'était pas tout seul. S'il a pu le faire, c'est qu'il a donné une impulsion à cette nouvelle politique, mais il était évidemment entouré de tout un nouveau courant. Donc 79, enfin, c'est la grande ouverture. Mais alors là, je voudrais quand même revenir sur une chose. On a souvent dit la Chine isolée, elle a été isolée. Le monde occidental a gardé et a maintenu la Chine dans l'isolement. Vous savez que c'est en 1979 seulement que les États-Unis ont reconnu la Chine. 79, c'est-à-dire 8 ans après que la Chine est admise à l'ONU en tant que pays à part entière. C'est 71 quand la Belgique et un tas d'autres pays de l'Europe occidentale ont reconnu la Chine. Donc moi je soutiens aussi toujours cet argument en disant les Chinois ont été maintenus dans un isolement par le monde extérieur, parce que au travers de ces différends sur lesquels je ne me suis pas attardé entre la Chine et l'Union soviétique, toute l'économie chinoise dans les années depuis 1949 jusqu'en 1963-64, jusqu'au gros divorce entre la Chine et l'Union soviétique, toute l'économie chinoise, le développement de l'économie chinoise, était basé uniquement dans les relations avec l'Union soviétique. Et c'est aussi une des explications pour lesquelles la révolution culturelle a pu se produire. Parce que les Chinois se sont trouvés en 63-64 dans une situation où le monde capitaliste, les États-Unis, l'Europe n'avaient pas de relation avec la Chine et l'Union soviétique les avait lâchés. Donc 63-64, les Chinois se trouvent devant la situation où qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on se développe? On n'a plus de relation avec les Soviétiques. Je vous donne un petit détail. J'ai personnellement vu en 64, pour vous dire jusqu'où ça a été, j'ai personnellement vu en 64 une usine où on fabriquait des boîtes de fer blanc, vous savez, dans lesquelles on met les jus de fruits, etc. Et les Soviétiques, quand il y a eu ce divorce en 63-64, sont partis de Chine. Ils ont ramené 1700, je crois, techniciens soviétiques de haut grade, avec tous les ouvriers, etc. Et ils avaient emporté avec eux la dernière ligne nécessaire pour finaliser la boîte de conserve. Donc, ce n'était pas seulement partir, c'était partir et saboter. Il faut utiliser le terme. Et moi, je prétends que cette révolution culturelle dont j'ai parlé, qui était, je le répète, une catastrophe, n'a pas été comme ça, elle n'est pas apparue comme ça. Elle est apparue parce que certains dirigeants qui se sont trompés, mais dans cet isolement, se sont dit comment fait-on maintenant pour développer la Chine. Bon, parenthèse. Je reviens à 79, c'est la grande ouverture de la Chine vers le monde extérieur, où enfin, et il fallait le faire. Il fallait le faire, non, mais c'est l'année où les États-Unis enfin établissent des relations, où les Chinois changent complètement de politique, on autorise les capitaux étrangers en Chine, on autorise les sociétés mixtes, ce qu'on appelait en anglais les joint ventures, on laisse à ce moment-là les étrangers installer des bureaux officiels en Chine, parce que jusqu'en 79, faire des affaires en Chine, ce n'était pas de la poupière, comme on dit. Hein. J'allais là-bas, moi, dans les premières années, avec une grosse valise que je laissais à l'hôtel quand je revenais en Belgique, dans laquelle j'avais ma machine à écrire, du papier, etc. Vous savez, c'est un autre aspect. Hein. C'était l'époque où il fallait, aujourd'hui, tout le monde va en Chine, vous allez en Chine quand vous allez à Knock ou ailleurs. À l'époque, c'était toute n'importe où. Donc 79, c'est une époque extrêmement importante qui a totalement changé le développement de la Chine. Alors, pour faire une petite synthèse, avant de vous donner la parole, sur les années, disons, 80 jusqu'à aujourd'hui. On vous dit parfois, et on le dit dans les journaux, on le dit, tout le monde le dit, la Chine devient un pays capitaliste. C'est un argument.
Je parle maintenant de tout ce qui s'est passé au cours de cette crise. Pour moi, c'est mon point de vue, la Chine, pour moi, n'est pas devenue un pays capitaliste. La Chine reste un pays socialiste, pour moi, mais un pays socialiste, c'est peut-être des phrases, mais pour moi, ça a une lourde signification aux caractéristiques de la Chine, qui ne sont pas celles qu'on connaît en Europe, ni aux États-Unis, ou ailleurs. Les Chinois, contrairement aux Soviétiques, à mon avis, retirent du système capitaliste tout l'aspect qui peut permettre un développement plus rapide de l'économie, et principalement un secteur privé. Ils autorisent aujourd'hui, depuis des années déjà, et ce secteur privé a pris de plus en plus d'importance, c'est évident, ça je ne le conteste pas. Il représente même près de 70% aujourd'hui du produit national brut des Chinois, mais les 30% restants sont importants parce que ce sont les grands leviers de l'économie qui sont détenus par l'État. Et moi je pense que c'est la condition qui fait pour moi que les Chinois continuent à être pour moi considérés comme un pays. Donc pour moi c'est très important. C'est donc, moi je dirais, un capitalisme d'État. Les Chinois, donc ces 30%, ça représente les banques, la grosse finance, les télécoms, l'énergie, la pétrochimie, l'industrie lourde, les transports, les travaux publics. C'est l'épine dorsale de la Chine. Et bon, il y a des gens qui rigolent avec ça. Vous avez aujourd'hui, au comité central du Parti communiste chinois, des milliardaires. Les milliardaires, c'est comique peut-être pour certains, les gens rigolent parfois, mais c'est comme ça. Vous avez des grands capitalistes qui ont beaucoup d'argent et qui sont membres du comité central du Parti communiste chinois, qui ont beaucoup d'argent, qui construisent parfois des châteaux qui sont absolument ridicules, en parenthèse, que je trouve ridicules, complètement ridicules, des châteaux à la Versailles et autres, ça c'est un autre problème. Mais ces grands patrons payent énormément d'impôts. Ils payent énormément d'impôts à l'État. Et les résultats sont là. Ce n'est pas seulement quelque chose où on va voir comment les choses vont se passer. La Chine, qui, je le répète, est aujourd'hui la deuxième grande puissance mondiale, a pu arriver à ce stade de développement parce qu'ils ont utilisé ce système qui jusqu'à présent fonctionne. Combien de fois on a dit, au travers des événements politiques graves qui se sont produits, je aussi Tiananmen, je ne veux pas passer sans vous dire aussi les événements de Tiananmen en 89, qui ont aussi été dramatiques, mais où on peut aussi, là, c'est un autre aspect, je suis prêt à en parler plus largement, mais si on commence à en parler de tout, je répète que vous n'achèterez plus le livre. Donc, voilà. Donc, alors, les problèmes graves aujourd'hui qui existent en Chine, nous les connaissons. Au dernier congrès du Parti communiste qui s'est tenu en novembre, on en a parlé largement. À la dernière réunion de l'Assemblée nationale qui vient d'élire le nouveau gouvernement, il y a une série de résolutions qui ont été prises pour améliorer les choses. Il ne faut pas nier ce qu'il y a aujourd'hui en Chine. Le grand problème, je vais rapidement, les inégalités qui sont insupportables, je le dis. Moi, je fais toujours un petit croquis avec ça. Pour moi, il y a une Chine à 3 vitesses. Vous avez là l'horizon, et puis vous avez une vitesse qui fait ça, qui monte très doucement. Vous avez une deuxième vitesse qui fait ça. Donc en bas, c'est tout l'ouest de la Chine. C'est 700 à 800 millions de Chinois, mais qui sont les paysans, etc., qui voient leur niveau de vie s'améliorer. Puis vous avez dans les grandes villes surtout, donc ça monte. Et aujourd'hui, d'après la Banque mondiale, entre 300 et 400 millions de gens qui connaissent un niveau de vie qui peut être considéré, ou l'autre, dans les intellectuels, etc., qu'on peut considérer les autres. Moi, je vis aujourd'hui à Pékin, à Shanghai, j'ai des amis qui vivent dans des conditions égales aux vôtres et aux miennes, donc sur le point de vue confort, etc. Et ça représente quand même aujourd'hui 400 millions de gens. Et puis vous avez cette classe dont j'ai parlé, qui est là, bon, mais qui est la pointe de lance aussi. Ce sont les 70%, ce sont ces gens qui voient leur niveau de vie aller comme ça. Il y a aujourd'hui des milliardaires en Chine. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des milliardaires.
Ça ne me dérange pas. Ils payent énormément d'impôts à partir du moment où l'État garde les leviers de l'économie, et ça je le dirai tout à l'heure quand je terminerai dans 2 minutes, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, c'est que cette première catégorie dont je vous ai parlé, et quand je parle avec les amis chinois, je leur dis, elle monte, mais beaucoup trop lentement. Et ça peut provoquer des problèmes en Chine dans les prochaines années. Les Chinois le savent. Mais tous les Chinois voient leur niveau de vie s'améliorer. Tous les Chinois, toutes les catégories de Chine. Mais cette première, dont je reparle, je le répète, c'est important, leur niveau de vie monte trop lentement, beaucoup trop lentement, et les Chinois disent eux-mêmes, c'est pas moi qui dois le dire, les Chinois disent eux-mêmes, ça peut provoquer dans les prochaines années des graves problèmes si on n'arrive pas à réduire ces inégalités. La corruption, ça existe, évidemment que ça existe, mais bon, je pose une question, vous avez déjà vu un pays où il n'y a pas de corruption? Il y a de la corruption dans tous les pays, évidemment, en Chine aussi. Et cet immense pays, qui n'est pas facile à diriger avec toutes ces provinces, une fois les dirigeants chinois luttent contre cette corruption, mais vous vous rendez compte, quand vous descendez à des niveaux, la province, la petite ville, la commune, tous les potentats locaux qui sont membres du Parti communiste parfois, comment, je n'accepte pas ça, je n'excuse pas ça, mais on peut comprendre que c'est un problème qui existe. Alors il faut le dénoncer, il faut le dire, mais bien, c'est comme ça. L'environnement, 2 mots là-dessus. L'environnement. À partir de 1949, jusqu'il y a, disons, 10-15 ans, il faut le dire, les Chinois ne se sont pas préoccupés de l'environnement. À partir du moment où il fallait élever le niveau de vie, vous comprenez bien que pour les Chinois, c'était un problème auquel on ne prêtait pas tellement attention. C'est pas bien, mais bon, ils avaient plus le souci d'augmenter la production pour que le peuple vive mieux le plus rapidement possible. Mais c'est un problème qui est sérieux. Et aujourd'hui, moi j'ai entendu là récemment un communiqué des Chinois qui disent que dans les 10 prochaines années, ils vont consacrer 850, dans les 10 prochaines années, 850 milliards de dollars pour réduire les problèmes dus à la pollution, etc. Ils mettent le paquet maintenant. Mais ils ont commencé très très tard. La croissance, vous la connaissez, 7-8%, ce sont des chiffres qui sont connus. Voilà, alors moi, globalement, moi je pense que c'est ce que les Chinois ont réalisé au cours de ces 60 et des années est absolument extraordinaire. C'est pas un long fleuve tranquille. J'en parle dans le livre. On met le doigt sur tous ces problèmes dont je vous ai parlé, toutes ces faiblesses. Et bon, on dit la Chine, parfois, dictature. Moi, je prétends que si les Chinois sont arrivés au résultat où ils sont arrivés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pratiqué cette, j'utilise le terme, dictature. Oui, peut-être, mais c'est parce qu'ils ont utilisé cette politique qu'ils sont arrivés aux résultats pour lesquels ils sont arrivés. Mais cela ne veut pas dire non plus que ça ne doit pas aussi changer. Et les Chinois le disent aussi, eux-mêmes. La démocratie doit s'élargir en Chine. C'est un fait évident. Mais vous savez déjà aujourd'hui, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Vous pouvez aujourd'hui avoir des discussions très ouvertes, très franches avec les Chinois, qu'on ne pouvait pas avoir, je le reconnais, il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc, malgré tout, aujourd'hui, la Chine, aussi sur ce plan-là, fait beaucoup de progrès et il y a énormément encore de progrès à faire, bien sûr, mais je crois que c'est aussi un problème qui, petit à petit, fera en sorte que la Chine connaîtra une plus grande démocratie. Alors, vous savez, quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, comme beaucoup d'autres, nous ne mettions pas en doute. On allait à ce moment-là, quand j'avais 16 ans, le communisme allait résoudre tous les problèmes du monde, une société égalitaire dans le monde entier, tout le monde va être heureux, tout le monde va être content. C'était évidemment un rêve. On a oublié le facteur humain où l'homme est d'abord, je le dis, c'est mon point de vue, un économiste. Il veut d'abord le bien de sa famille, de ses enfants,
Et puis après, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la collectivité, mais il veut d'abord son bonheur à lui. Quand j'avais 16-17 ans, je comprenais moins cela. Voilà. Alors, moi, pour terminer, je reste très pro-chinois. Je pense que ce pays va réussir. Je n'oserais pas mettre ma main au feu, comme je l'aurais fait quand je le disais à 16-17 ans. Je suis très optimiste sur le développement de la Chine. Et je suis convaincu que, j'ai toujours ce, comment dirais-je, cette façon de parler de la Chine, c'est comme, je dirais, c'est ce balancier, hein, tu connais ma thèse, c'est un petit peu la politique du balancier. Ce balancier, moi je connais ça depuis mon premier voyage en Chine. Parfois il va à gauche, parfois trop à gauche même, hein. Et puis après il va parfois trop à droite. Mais le balancier, il revient toujours au milieu. Voilà, j'ai fini.